Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Cet été, avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien, nous vous racontons pendant 6 semaines une affaire criminelle au long cours. 3 corps et même un 4e juste à l'instant ont été découverts au domicile d'un couple et de ses 4 enfants. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, la disparition de toute une famille au printemps 2011 et la traque du père qui dure depuis 13 ans. Priorité à cette information qui nous parvient à l'instant, la police écossaise affirme avoir été un homme ce soir à l'aéroport de Glasgow. Xavier Dupont de Ligonnès, la fabrique d'un mythe, épisode 1. Cet homme serait Xavier Dupont de Ligonnès. Mardi 9 janvier 2018, il est environ 8h du matin. Un cortège de voitures quitte la petite commune de Roquebrune-sur-Argence, dans le Var, et s'engage sur une route à virage qui traverse la Garrigue. Direction, le monastère de Saint-Désert-des-Carmes. Arrivés devant l'édifice religieux, les voitures se garent. Une vingtaine de policiers en descendent. Silencieusement, ils encerclent le grand bâtiment aux murs jaune clair et aux volets vert amande. Puis ils attendent le signal. Pour arriver jusqu'ici, une partie d'entre eux a fait la route depuis Nantes, dans les Pays de la Loire. 1000 km entre l'ouest et le sud de la France. Ils espèrent qu'ils n'ont pas fait le voyage pour rien. Voilà plus de 7 ans que les enquêteurs de la police judiciaire nantaise cherchent la trace de Xavier Dupont de Ligonnès. Ce père de famille, hasard du calendrier, fête ses 57 ans ce jour-là. Et il est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants en avril 2011, avant de s'évanouir dans la nature. Le monastère que les policiers ont prévu de visiter se situe juste à côté de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois, à Roquebrune-sur-Argence. C'est un lieu isolé, calme, qui n'a pas vocation à diffuser la foi chrétienne hors de ses murs. Ses habitants, 4 hommes, des frères chrétiens, vivent reclus et ont fait vœu de silence. Un homme recherché par toutes les polices de France aurait-il pu trouver meilleure cachette ? Le monastère est fermé au public. Seuls les prêtres et les séminaristes y sont admis pour des retraites spirituelles. Ils se réunissent seulement pour les prières et les repas, ne s'adressent jamais la parole et subviennent à leurs besoins grâce aux dons et aux offrandes. La chapelle, elle, est ouverte aux fidèles pour certaines prières, notamment les offices liturgiques qui ont lieu tous les jours. C'est comme ça qu'un mois plus tôt, plusieurs personnes ont cru reconnaître sous les traits de l'un des ecclésiastiques le fugitif le plus recherché de France. La piste semble sérieuse. Quand les policiers se déploient sur le site, 2 d'entre eux sont déjà à l'intérieur du bâtiment. Ils assistent à l'office de 6 heures. Quand la prière se termine, ils sortent et font signe à leurs collègues. 10 agents avancent alors ensemble et sonnent à la porte de la sacristie. Et c'est justement l'homme qu'ils recherchent, frère Jean-Marie Joseph, qui ouvre. Le religieux les guide jusque dans un coin. Il fait effectivement à peu près la même taille que le Nantais. Mais les similitudes s'arrêtent là. Dès le premier coup d'œil, il est évident que frère Jean-Marie Joseph n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Pour la police, ce n'est qu'une nouvelle piste refermée. Il y a de la déception, mais ils sont habitués. Depuis le début de la traque de Xavier Dupont de Ligonnès, il y a 7 ans, ils ont été confrontés à de très nombreux signalements farfelus. Fin mars 2024, le procureur de la République de Nantes soulignait qu'à ce jour, plus de 1750 signalements de personnes qui disent avoir aperçu Xavier Dupont de Ligonnès ont été reçus et exploités. Damien, comment explique-t-on que 13 ans après la tuerie de Nantes, des centaines de personnes déclarent voir Xavier Dupont de Ligonnès aux 4 coins du monde chaque année ? Alors il y a plusieurs raisons. À chaque fois qu'un documentaire ou qu'un article va sortir sur Xavier Dupont de Ligonnès, eh bien, des gens vont se mettre à le voir de nouveau partout. Alors ça peut être dans un centre commercial, on l'a vu là dans un monastère, parce que cette affaire qui a fasciné des milliers et des millions de gens, fascine aussi parce qu'on ne sait toujours pas si Xavier Dupont de Ligonnès est mort ou vivant. Et même parmi les enquêteurs qui travaillent dessus depuis des années, c'est un peu 50-50. Certains policiers sont persuadés qu'il est mort très peu de temps après les faits, d'autres au contraire sont convaincus qu'il est toujours en vie quelque part
en cavale. Pourquoi ces signalements se réactivent ? Un documentaire surtout va remettre un coup de projecteur sur l'affaire en 2020, un documentaire qui va être produit par Netflix et qui va donc être extrêmement diffusé, pas seulement en France et en Europe, mais aussi beaucoup aux États-Unis, ce qui était d'ailleurs la cible du documentaire Netflix, c'était de parler de l'affaire Dupont de Ligonnès aux États-Unis. Et la diffusion de ce documentaire, elle va amener des fausses alertes, puisque c'est ainsi qu'il faut les appeler. Il y aura notamment un signalement qui va être pris très au sérieux par les enquêteurs de la police judiciaire de Nantes. C'est un homme qui est persuadé d'avoir aperçu le fugitif dans un casino de Las Vegas, dans le Nevada, en train de dîner incognito. En février 2024 encore, un Français ressemblant à Xavier Dupont de Ligonnès est aperçu en Thaïlande. Oui, et des policiers locaux, des policiers thaïlandais sont même invités à aller faire la vérification. Évidemment, c'est pas à chaque fois des policiers français qui se déplacent à l'autre bout du monde pour aller vérifier un signalement, mais les policiers français font la demande là aux policiers thaïlandais. Ils leur disent voilà, allez vérifier dans cet hôtel que ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Ce que les policiers thaïlandais font, la vérif, elle est négative. Ça n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès qui a été reconnu dans cet hôtel. Plus récemment, beaucoup plus près de chez nous, le 15 avril 2024, au monastère de Montferrand-le-Château dans le Doubs, de nouveau des pèlerins pensent avoir reconnu dans ce monastère, parmi les moines, Xavier Dupont de Ligonnès. De nouveau, vérification, déplacement de policiers. Il va même y avoir un prélèvement qui va être effectué sur un verre. On va prélever l'ADN qui est présent sur ce verre pour le comparer à celui de Xavier Dupont de Ligonnès. Prélèvement qui s'avérera négatif, donc ça n'est pas lui. Pourquoi il y a encore un déplacement dans ce monastère de Montferrand-de-Château ? C'est parce que Xavier Dupont de Ligonnès était quelqu'un de très religieux, de très porté sur la religion. Donc toutes ces pistes qui mènent vers des monastères, vers des monastères un peu secrets, avec des moines un peu reclus, sont évidemment toujours prises au sérieux par les policiers. Aujourd'hui, qui est-ce qui travaille encore sur cette affaire ? Il y a 2 services qui sont saisis officiellement de la traque de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est d'abord la police judiciaire de Nantes, qui a été saisie dès les premières heures de cette tragédie qui s'est produite à Nantes. Il y a toujours un groupe, alors qui ne travaille pas 24 heures sur 24 et tout le temps sur ce dossier, mais qui assure un suivi opérationnel, actif, qui est notamment ce service qui va vérifier un certain nombre de pistes quand des gens appellent pensant l'avoir reconnu à droite ou à gauche. Et le deuxième service qui suit l'enquête, c'est l'Office central pour la répression des violences aux personnes. Alors, c'est un service qui est basé à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, et c'est un service qui est spécialisé dans ce qu'on peut appeler les crimes complexes. Alors, ce sont à la fois les cold cases, mais c'est aussi des affaires un peu hors normes, exactement comme celle de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, tout ça, ça représente pas des centaines de policiers au quotidien, c'est un suivi. Et puis, s'il y a quelque chose qui semble intéressant, on peut déployer en quelques heures plusieurs dizaines de policiers pour faire une vérification un peu plus active. Donc voilà, c'est une affaire qui reste extrêmement suivie par la police. Pourquoi est-ce qu'on le cherche encore ? On le cherche d'abord pour une raison purement judiciaire et administrative. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui demande à ce qu'on arrête Xavier Dupont de Ligonnès. Ce mandat d'arrêt, il est toujours actif. Donc les policiers sont tenus, quelque part, de rechercher Xavier Dupont de Ligonnès. Et on l'a déjà dit, personne n'est aujourd'hui capable de certifier qu'il est ou vivant ou mort. Donc il est logique que l'autorité judiciaire, et la police en l'occurrence, continue sa traque, même partielle, de Xavier Dupont de Ligonnès. Pourquoi aussi on le cherche encore et on pense le reconnaître un peu partout ? Parce que cette affaire fascine par sa dimension tout à fait exceptionnelle, que c'est un fait divers qui a marqué toute une génération, et finalement c'est cette fascination qui explique pourquoi on a été nombreux à croire en son arrestation au mois d'octobre 2019, quand on a appris que potentiellement Xavier Dupont de Ligonnès venait d'être interpellé dans l'aéroport de Glasgow en provenance de Paris. On reviendra évidemment sur cet épisode Xavier Dupont de Ligonnès-Guy Joao dans ce podcast. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès démarre le jeudi 21 avril 2011, dans l'ouest de la France. Depuis 3 ans, Xavier Ronsin est procureur de la République au tribunal de grande instance de Nantes. Ce matin-là, il doit se rendre au palais de justice pour donner une conférence de presse. Des journalistes sont déjà sur place. Le procureur a prévu de faire un point sur les diverses inquiétudes de proches et voisins d'un couple nantais et de ses 4 enfants, les Dupont de Ligonnès. Cette famille de 6 personnes a disparu depuis environ 2 semaines. Le père, la mère et leurs 4 enfants se seraient évaporés au début du mois.
Les enfants ont cessé d'aller en classe. Et Agnès, la mère de famille, n'est plus venue prendre son poste de surveillante dans une école privée des environs. Le procureur prévoit d'utiliser la conférence de presse pour lancer un appel à témoins, afin de comprendre où est partie cette famille. Mais 5 minutes avant la rencontre avec les journalistes, il reçoit un coup de téléphone. Le commissaire doit absolument lui parler. Il lui dit que des agents, présents dans le jardin de la maison des Dupont de Ligonnès, viennent de déterrer un membre de corps humain. Son interlocuteur fait aussi part de ses craintes. Selon lui, ce n'est que le début. Il est très probable qu'en fouillant, les policiers trouvent sous la terrasse d'autres restes humains, appartenant à d'autres corps. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Xavier Ronsin se met alors en direct à égrener les premiers éléments de ce qui vient de basculer en enquête criminelle. Je m'apprêtais à lancer un simple appel à témoins qui bien sûr est maintenu pour recueillir tout indice, tout témoignage utile ou toute preuve actuelle de vie de cette famille. Mais ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille sous la terrasse et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. Je ne manquerai pas bien évidemment de vous tenir informé des suites de cette enquête et de la poursuite des recherches qui ont lieu actuellement dans la maison du boulevard Schumann de Nantes. Je vous remercie. Le soir, ce fait divers fait l'ouverture des journaux télévisés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le choc à Nantes où une famille de 6 personnes... Cauchemar dans une maison de Nantes. 4 corps ont été découverts pour le moment. Mais on commence donc tout de suite par les découvertes macabres en chaîne dans cette maison de Nantes. Après la disparition de toute une famille, 5 corps ont été déjà retrouvés. Le père est activement recherché ce soir. Le point avec Émilie Tran-Guyenne. Damien, cette séquence du procureur qui raconte quasiment en direct la découverte des corps, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel parce que c'est totalement imprévu et imprévisible. Xavier Ronsin, il vient s'adresser aux journalistes au départ pour une affaire pas banale, mais pas d'une gravité extrême. Il vient faire un appel à témoins parce qu'une famille entière n'a plus donné signe de vie, a semble-t-il disparu. Et en quelques secondes, tout bascule dans une affaire criminelle hors norme. Et il se voit presque contraint en direct de dire aux journalistes, bah voilà, on n'est plus du tout sur une disparition ou sur une fugue familiale, on est sur quelque chose de criminel avec des corps qui semblent enterrés dans le jardin de la maison. Donc ça donne évidemment une tension dramatique totalement inattendue et totalement surprenante à cette histoire. Et puis ça lance une couverture médiatique qui change totalement. Cette conférence de presse, au départ, elle est suivie uniquement par la presse locale, puisque c'est une famille de Nantes qui a disparu, et en quelques minutes, toutes les rédactions nationales, dont celle du Parisien, vont comprendre que ce qui n'était qu'une brève pour nous à ce moment-là, c'est-à-dire une famille qui disparaît, ça peut arriver, c'est pas forcément tout de suite inquiétant. Là, en quelques minutes, on va dépêcher un envoyé spécial à Nantes. Alors il faut savoir que c'est un peu particulier parce que ça tombe sur un week-end de Pâques, donc en plus c'est une actualité qui est un peu moins forte à ce moment-là, et ça va devenir, cette affaire va devenir l'information la plus importante du week-end, ce qui explique que tous les journalistes quasiment de France vont se déplacer sur Nantes, sur le boulevard Schumann. À quoi ressemble la maison des Dupont de Ligonnès, située au 55 boulevard Schumann ? Le boulevard Schumann, c'est une des principales artères de Nantes, une des plus longues. Le 55, c'est un petit peu au nord, c'est pas en centre-ville, c'est un quartier qui s'appelle le quartier de Breil-Barberie, un quartier plutôt résidentiel avec des petites maisons alignées. La maison de la famille Dupont de Ligonnès, c'est une maison un petit peu étroite qui s'élève sur 3 niveaux. Alors côté rue, c'est une maison qui est pas très clinquante, et côté jardin, c'est un jardin assez long mais assez étroit, un petit peu comme la maison d'ailleurs, qui voisine avec les jardins des maisons à côté. La maison en elle-même, elle fait 120 mètres carrés, et donc dans ce quartier, c'est plutôt un quartier calme le jour, avec quelques magasins, il y a un bar PMU pas loin, il y a un coiffeur, il y a même un magasin de couture. La nuit, c'est un quartier qui prend une physionomie un tout petit peu différente. Il y a quelques prostituées qui sont un peu des habitués des trottoirs du boulevard Schumann. Bon, ce qui en fait pas un quartier coupe-gorge, mais voilà, c'est un quartier qui a un peu deux facettes. Le jour, très bourgeois, très résidentiel, et la nuit, il y a ces prostituées qui sont sur les trottoirs du boulevard. C'est dans le jardin
que les enquêteurs font la macabre découverte. Oui, pour aller dans le jardin, il faut d'abord passer sur une terrasse qui est en quelque sorte surélevée. Le jardin est en contrebas de cette terrasse. Sur cette terrasse, il y a une table et 2 chaises quand les policiers arrivent. On descend ensuite de cette terrasse vers le jardin par un escalier. Il y a 8 marches. Et là, on arrive sous la terrasse. Alors, il y a une sorte de sous-sol qui a été aménagé sous cette terrasse. C'est vraiment un sous-sol particulier parce qu'il ne fait que 1,20 m de hauteur. Donc, il faut soit être tout petit, soit vraiment se baisser pour rentrer dans cette pièce. C'est une sorte de débarras. Il y a des outils de jardinage, il y a des jouets pour enfants, il y a un vélo. Il y a aussi 2 gamelles puisque les Dupont de Ligonnès ont 2 chiens, 2 labradors qui sont prénommés Léon et Jules. Et ce matin-là, une des policières qui va descendre dans ce petit débarras va remarquer, bizarrement, que 2 gamelles sont posées sur une planche. Elle trouve ça bizarre, on ne saura jamais vraiment pourquoi son œil est attiré par ces 2 gamelles posées sur la planche, mais en tout cas, elle décide de soulever cette planche et elle découvre que la terre en dessous de cette planche semble avoir été remuée très récemment. Avec les outils trouvés sur place, elle et ses collègues commencent à creuser. Il y a une dizaine de centimètres de terre à ces meubles d'abord, et puis soudain, avec les outils, on tape sur quelque chose de dur, mais qui semble s'écraser quand même. Et les policiers se rendent compte qu'il s'agit d'une espèce de couche de ciment qui a été posée à cet endroit, mais qui n'est pas complètement sec. Et en dessous de ce ciment encore un peu mou, il y a une toile que les policiers vont découper. Et en découpant cette toile, va se dégager une odeur de putréfaction très importante. Et cette odeur, les policiers, malheureusement, ils la connaissent bien. C'est l'odeur des cadavres. Et ils savent, à partir de ce moment-là, qu'en dessous de cette dalle de ciment non séchée et sous ces toiles, il y a un ou plusieurs corps. Il faut absolument figer la scène. C'est-à-dire la conserver du mieux possible et veiller à ce que plus rien ne bouge. Dès la découverte des corps sous la terrasse, le jeudi 21 avril, la police judiciaire s'organise. La première chose à faire est de protéger le 55 boulevard Schumann. De potentielles intrusions, évidemment, mais aussi des regards curieux. L'entrée de cette petite maison de ville est donc masquée par une très grande bâche noire qui cache tout le rez-de-chaussée. Des policiers sont chargés de régler la circulation car le périmètre de sécurité déborde largement sur le boulevard, l'un des principaux axes pour se rendre en centre-ville. D'autres policiers, en civil, font le tour du voisinage afin d'obtenir les premiers renseignements sur la famille Dupont de Ligonnès. De leur côté, les journalistes, qui ont compris le caractère hors norme de l'affaire, font la même chose. En quelques minutes, des techniciens de la police technique et scientifique, habillés de combinaisons blanches, font leur apparition. Pendant ce temps, derrière la maison, dans le jardin, le décompte macabre n'en finit pas. Dans leur livre « Sans pitié pour les siens », consacré à l'affaire, les journalistes Béatrice Fontenot et Jean-Michel Laurence détaillent la scène. Après le premier corps, retrouvé sous la terrasse côté gauche, les policiers en exhument un deuxième, toujours sous la terrasse, mais cette fois-ci à droite de la porte de la cave. Comme le premier, il est enroulé dans plusieurs tissus. Un drap rose et une housse de couette entourée d'épais morceaux de scotch gris. Le corps est celui d'une femme, âgée de 40 à 50 ans. Il était placé face au sol. La victime porte un t-shirt noir et 3 bracelets à un poignet. Sur 2 d'entre eux, on peut lire « No stress » et « Je suis une maman en or ». Sous la tête, sur un coussin de couleur beige, on distingue une tache de sang et 3 trous de 5 mm de diamètre. Comme sur le premier corps, un objet religieux a été déposé. C'est une plaque représentant une colombe et une croix couleur or sur fond bleu. Les enquêteurs trouvent un étui de cartouches de type 22 long rifle, portant le sigle R sur le culot, ainsi qu'une ogive écrasée du même calibre. Ces pièces, comme les amulettes déposées avec les corps, sont placées sous scellé. Après avoir établi toutes les constatations possibles, les légistes évacuent ce deuxième cadavre vers la morgue. Et, du sous-sol, ils sortent un 3e corps. En tout, ce jour-là, les policiers exhument 5 corps humains et 2 cadavres de chiens. Ils pensent qu'il y a là Agnès, la mère,
Arthur, le fils aîné de la famille, Thomas, Anne et Benoît. La famille est presque au complet. Presque, car il manque le père. Damien Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille, devient immédiatement le suspect numéro 1. Oui, parce que Xavier Dupont de Ligonnès, c'est le seul qui n'est pas sous la terrasse. Il n'y a pas de corps de Xavier Dupont de Ligonnès sous la terrasse, donc mécaniquement, il devient le principal suspect. D'autant que les amulettes, la position des corps, le soin en quelque sorte avec lequel ils sont enterrés semblent montrer qu'il y a eu un rite funéraire. En tout cas, une mise en scène particulière, une volonté de peut-être de laisser un message. En tout cas, c'est pas le crime d'un rôdeur ou d'un cambrioleur après un cambriolage qui aurait mal tourné. Il se serait pas embarrassé quelque part à poser ses amulettes, à poser ses statuettes, à emballer les corps de cette façon. Donc, on a l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose de rituel dans le crime qui a été commis. Le lendemain, le vendredi 22 avril vers 19h, Xavier Ronsin, procureur de la République de Nantes, tient une nouvelle conférence de presse. Oui, pour annoncer que les identités ont été confirmées par des examens pratiqués au centre hospitalier universitaire de Nantes dans la journée. Donc, à ce moment-là, on est sûr et certain que c'est bien Agnès et ses enfants qui étaient sous la terrasse. Et donc la priorité pour les enquêteurs, c'est de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès parce que ils veulent tout simplement entendre sa version des faits. Agnès, 49 ans, était versaillaise d'origine, comme Xavier. Elle travaillait comme surveillante dans un établissement catholique réputé à Nantes, où elle donnait aussi des cours de catéchisme. Très croyante, Agnès s'impliquait beaucoup dans la vie du diocèse et regrettait que son mari n'en fasse pas autant. Le couple avait 4 enfants. Arthur, l'aîné, 20 ans, est décrit, selon les amis questionnés, comme solitaire ou très fêtard. Il préparait un BTS dans un établissement privé en Vendée, travaillait dans une pizzeria le vendredi soir et le week-end et avait une petite amie, depuis 5 mois. Le deuxième fils, Thomas, 18 ans, étudiait la musicologie à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, où il vivait dans une résidence étudiante. Anne, 16 ans, était scolarisée en première S, au lycée privé juste à côté de la maison du boulevard Schumann. Anne aimait le piano, était très croyante comme sa mère et, très jolie, elle avait commencé à poser comme mannequin pour des magazines de mode. Benoît, le plus jeune des enfants, âgé de 13 ans et passionné de musique, jouait de la batterie. Ses camarades le décrivent comme un garçon extrêmement à l'aise avec les autres et épanoui. Enfin, Xavier, le père, 50 ans, est enregistré comme gérant salarié de la société Selref, immatriculée à Pornic, à 50 km de Nantes sur la côte. L'entreprise n'a pas publié de bilan depuis 2008 et sa dette de cotisation à l'URSSAF atteint 76 000 €. L'activité de cette entreprise est assez floue. Xavier Dupont de Ligonnès éditait un site ainsi qu'un guide d'hôtels et de restaurants baptisé La Route des commerciaux et à destination des VRP. En s'inscrivant, les commerciaux qui sillonnent la France et qui ont besoin de s'arrêter manger et dormir sur les routes pouvaient bénéficier de tarifs négociés dans des établissements partenaires. Mais l'affaire ne marche visiblement pas très bien. Xavier Dupont de Ligonnès est lui-même un commercial, très souvent en déplacement professionnel sur les routes de France. Il mesure environ 1,85 m et de corpulence mince, a les cheveux bruns coupés courts, une barbe naissante et les yeux marrons. Le patron du bar, situé à quelques pas de la maison, décrit un homme cool, souriant, qui faisait toujours un signe de la main. Damien, en plus de ces éléments, que permet de savoir l'enquête de voisinage ? Alors l'enquête de voisinage, c'est un grand classique de l'enquête judiciaire, de l'enquête criminelle. Les policiers, ils vont concrètement frapper à toutes les portes, les voisins directs, ceux qui habitent dans le quartier, les copains d'école, ceux qui peuvent un petit peu donner leur avis sur cette famille et sur son mode de vie. Et ce que les policiers vont en tirer, c'est que c'est une famille tranquille. En tout cas, c'est tout ce qui ressort des témoignages. Effectivement, les gens racontent que le père, Xavier Dupont de Ligonnès, est assez peu présent la semaine puisqu'il est sur la route pour son travail et que les voisins le voient souvent débarquer dans sa Citroën C5 bleu marine au moment du week-end pour venir passer le week-end avec sa femme et ses enfants. Ce qu'on apprend aussi, c'est que les deux plus petits, ceux qui sont encore scolarisés au collège, ils fréquentent l'école privée des environs. C'est des élèves,
classique de cet âge-là. Les grands, eux, n'habitent plus là, mais reviennent très souvent le week-end pour passer le week-end en famille. Et la maman, Agnès, elle est vue par de nombreux voisins parce qu'elle promène régulièrement les 2 labradors noirs, Léon et Jules, dans les rues du quartier. Donc rien de particulier, rien de bizarre, rien d'inquiétant, et même une famille qui est décrite comme une famille plutôt très unie. On a dit tout à l'heure que sur l'oreiller qui était glissé sous Agnès, il y avait 3 trous. Est-ce qu'on sait comment les personnes retrouvées sous la terrasse ont été tuées ? L'autopsie est très claire là-dessus. Ils ont tous été tués de plusieurs balles dans la tête, tirées à bout touchant. Bout touchant, ça veut dire que le canon de l'arme touche la peau, touche directement la tête. Le plus jeune enfant, Benoît, celui qui a 13 ans, a en plus reçu 2 projectiles dans le thorax. Ce qu'on apprend aussi dans les premières analyses qui sont effectuées sur les corps, c'est que les enfants ont tous été drogués, en tout cas ont tous ingéré une quantité importante de somnifères. Les premières analyses qui sont faites sur le cadavre d'Agnès semblent démontrer qu'elle n'a pas été droguée, elle n'a pas été sédatée, ce qui donne l'illusion peut-être qu'elle a pu en quelque sorte participer, que ça peut être une sorte de suicide collectif. En tout cas, c'est la première hypothèse qui ressort de ces toutes premières analyses toxicologiques. Pour ce qui est ensuite des analyses balistiques, on sait avec une quasi-certitude que l'arme utilisée, c'est une carabine 22 longs rifles. Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais montré un intérêt particulier pour les armes, jusqu'à 5 mois avant les crimes. En décembre 2010, il s'initie au maniement des armes à feu via la Société nantaise de tir. C'est un club situé à La Chapelle-sur-Erdre, en bordure nord de Nantes, tout près du quartier de Breil-Barberie, où vivait la famille assassinée. En janvier 2011, 4 mois avant la tuerie, Xavier acquiert lui-même un fusil lorsque son père, Hubert Dupont de Ligonnès, meurt à 79 ans d'une crise cardiaque. Après 20 ans d'expatriation en Afrique, cet homme était finalement rentré en France, malade, diabétique et de plus en plus diminué physiquement. Xavier lui avait trouvé une place dans un institut et venait le voir toutes les semaines. Pourtant, la relation entre Hubert et son fils a toujours été compliquée. Comme avec le reste de la famille d'ailleurs. Hubert Dupont de Ligonnès a épousé Geneviève Maître, la mère de Xavier, en 1955. Un mariage arrangé, comme on les plébiscite à l'époque, dans les milieux aristocratiques. Les Dupont de Ligonnès sont issus d'une lignée noble du sud-ouest de la France. Dans l'enquête du magazine Society, publiée à l'été 2020, on apprend que la noblesse de la famille Dupont de Ligonnès remonterait à 1507. Louis XV aurait offert le titre de marquis à un des ancêtres. Un autre aurait épousé une sœur du poète Lamartine. Xavier a pris l'habitude de se faire appeler seulement Ligonnès, mais il est attaché aux symboles liés à son histoire et à son éducation. Il est fier de son nom à particules et il porte régulièrement à l'annulaire gauche une chevalière ornée du blason familial. Après leur mariage de raison, les parents de Xavier s'installent sur la Côte d'Azur, à Cannes, où Hubert a trouvé un poste d'ingénieur aéronautique. En 1957, Véronique, le premier enfant du couple, naît. Xavier arrive 4 ans plus tard, en 1961. Entre-temps, la famille est retournée vivre à Versailles pour se rapprocher des parents de Geneviève. En 1966, Christine, la petite sœur, vient agrandir le foyer. De l'extérieur, ce couple pieux, avec ses 3 enfants bien élevés, a tout de la famille versaillaise parfaite. En coulisses, les choses sont plus compliquées. Hubert est infidèle, dépensier et peu présent. Il a monté une entreprise qui n'a pas fonctionné, il a accumulé les dettes et il est tombé amoureux de sa secrétaire, Catherine. En décembre 1978, il ne passe d'ailleurs pas Noël avec sa femme et leurs enfants. Christine raconte dans son livre que cette absence lui a ouvert les yeux. Leur père a une autre vie, avec une autre femme. Quelques jours plus tard, le mardi 9 janvier 1979, Xavier fête ses 18 ans. Et son père lui offre sa première voiture, une Triumph Spitfire, une petite décapotable bon marché, avec 2 places. Xavier est aux anges. Mais l'été suivant, tout s'effondre. Hubert quitte la maison. Il part s'installer avec Catherine en Côte d'Ivoire. Il veut s'offrir une nouvelle vie, dans laquelle il n'a pas vraiment prévu de place pour ses enfants.
Dans le milieu versaillais de l'époque, on ne prononce pas le mot divorce, pas plus qu'on ne signe les papiers. Geneviève et Hubert resteront toujours mariés. Mais le père ne reviendra pas et laisse à Xavier la lourde charge de tenir le rôle de chef de famille. Ce rôle, Xavier le prend très à cœur. Il doit protéger sa mère et ses sœurs, surtout Christine, la plus jeune. Contrairement à elle, qui ne reverra jamais son père, il reste en contact avec Hubert. Et il le restera jusqu'à la fin. Quand celui-ci revient vivre en France plus de 20 ans après, Xavier se montre très dévoué envers lui, selon Christine. Il fait régulièrement le trajet depuis Nantes jusqu'à Levallois, en région parisienne, pour rendre visite à leur père quand celui-ci est hospitalisé. Quand il meurt, il prépare son enterrement, auquel Geneviève et Christine n'assistent pas. Et c'est lui qui vide son appartement de Levallois, organisant la succession afin de permettre à sa mère de bénéficier d'une pension de réversion. Damien, c'est comme ça que début 2011, Xavier passe quelques jours dans le studio de son père. Oui, et en vidant l'appartement, il va tomber en quelque sorte sur une carabine 22 long rifle. Alors c'est une carabine qui n'appartenait pas vraiment à son père. En fait, c'est une carabine que son père avait récupérée peu de temps auparavant d'une amie à lui qui, pareil, s'était un peu débarrassé de cet héritage un peu encombrant. Et donc le père de Xavier avait laissé ça dans son appartement. Donc Xavier, il récupère cette carabine. Alors une carabine 22 long rifle, c'est une arme assez répandue. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord une arme longue, assez légère, qui est une arme surtout pour s'initier en réalité au tir sportif. C'est pas une arme de tueur ou même pas tellement une arme de chasse, c'est plus une arme pour aller s'entraîner au stand de tir. Donc c'est une arme assez répandue qui a deux particularités, c'est de faire très peu de bruit quand elle tire et de ne quasiment pas avoir de recul. Le lundi 25 avril 2011, le procureur donne à la famille d'Agnès Audanger l'autorisation d'inhumer et d'incinérer les corps des membres de la famille retrouvés sous la terrasse. La brièveté de ce délai constitue une brèche pour la famille Dupont de Ligonnès, la sœur de Xavier, Christine, son compagnon Bertram, mais également sa mère, Geneviève. Et ils s'y engouffrent pour contester la réalité de la mort des membres de leur famille. Le jeudi 28 avril 2011, en fin de matinée, une semaine après la découverte des corps, 5 fourgons mortuaires se garent devant l'église Saint-Félix à Nantes. Les obsèques d'Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît y sont célébrées en début d'après-midi, sans fleurs ni couronne, comme le souhaite la famille. Des centaines de personnes se pressent à l'entrée de cette paroisse que fréquentaient régulièrement les Dupont de Ligonnès. Benoît y était même enfant de chœur. Du côté de Xavier, Geneviève, Christine et Bertram ne sont pas venus. Ils ne croient pas que les corps découverts sous la terrasse du 55 boulevard Schumann soient ceux d'Agnès et de ses enfants. Leur incinération empêchant toute nouvelle expertise, ils n'ont pas de raison de changer d'avis. Damien, dans un livre qu'elle a publié au mois de mars 2024, Christine Dupont de Ligonnès, la sœur cadette de Xavier, écrit que son frère parlait ouvertement de la carabine qu'il avait récupérée de leur père. Oui, elle va en faire un argument de poids. Alors, pour étayer sa thèse, qui est plus une croyance d'ailleurs qu'une thèse, c'est que ce ne sont pas les corps de la famille Dupont de Ligonnès sous la terrasse et que donc son frère n'a pas commis ces assassinats. Donc, elle va s'appuyer sur cette histoire de carabine en disant que s'il avait un projet criminel en tête, cette carabine, il en aurait fait un secret et que ça n'était pas du tout le cas puisque dès qu'il a trouvé cette carabine chez son père, il en a parlé, il a pris des cours de tir, il y est même allé avec ses enfants. Donc il ne s'est pas du tout caché de la détention de cette arme. Et donc elle en fait cet argument. Mais il n'empêche que la scène de crime, elle est très claire et très parlante. Agnès et ses enfants ont tous été tués par balle tirée par une carabine 22 long rifle, c'est-à-dire exactement le même modèle que celui qu'avait récupéré Xavier Dupont de Ligonnès dans l'appartement de son père à Courbevoie. Et il se trouve que cette carabine, elle a disparu en même temps que Xavier Dupont de Ligonnès, quelques jours seulement avant la découverte des corps. Vous venez d'écouter le premier épisode sur 6 de notre série d'été Crime Story, Xavier Dupont de Ligonnès, la fabrique d'un mythe. Un épisode produit par Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo.
Réalisation et mixage, Julien Moncouquiol. Lecture, Julien Meunier. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les références des ouvrages que nous avons cités. Suite de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.